Monsieur Théo Thomas, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Effectivement, donc je m'appelle Théo Thomas, j'ai 28 ans et je suis le candidat RNRPR de la liste Rassembler Lorient pour les élections municipales de mars 2026. Je suis engagé depuis un peu plus de 10 ans, donc à la fois dans le monde militant et politique, mais aussi dans le monde associatif et même dans le syndicalisme étudiant à un moment donné. Donc je suis quelqu'un de toujours très motivé dans ses engagements et très passionné par ce qu'il fait. Voilà, c'est un petit peu le résumé de mes engagements. En préambule des questions qui vont suivre, je vais faire un petit rappel. Vous avez accédé au conseil municipal en 2020 sur la liste de Fabrice Loher avant de rejoindre le Rassemblement national. C'est aujourd'hui que le maire Fabrice Loher, vous avez donc dénoncé son ralliement au gouvernement Macron en tant que ministre de la mer fin 2024, sous le gouvernement Barnier, l'accusant de trahison. Il est donc facile de lui renvoyer l'ascenseur, j'ai envie de le dire. Qui a trahi en premier? Celui qui change de camp au gouvernement ou celui qui entre dans une mairie par la droite pour la faire basculer vers l'extrême droite? Alors écoutez, premier petit point très intéressant, moi j'ai retrouvé les tracts politiques de Monsieur Loher en date de 2001, qui fait assez étonnant, finalement reprennent globalement ce que nous défendons aujourd'hui. Et moi mon premier engagement avec Monsieur Loher, il remonte à 2015, et je ne le regrette absolument pas. Entre 2015 et 2020, je pense que j'ai été aux côtés d'un Fabrice Loher qui servait sincèrement sa commune. Et jusqu'en 2020, j'avais vraiment le sentiment d'avoir en effet un engagement militant aux côtés de quelqu'un qui pouvait changer l'Orient. Alors qui a trahi qui? Eh bien, pour moi la réponse est relativement évidente. Monsieur Loher, à compter de 2020, a réalisé un revirement que beaucoup n'ont pas compris, y compris au sein des électorats lorientais, de la droite et du centre, qui a progressivement mené une politique de gauche, qui a laissé une place de plus en plus importante au monde macroniste, si je puis dire, que ce soit des adhérents, des militants, et qui d'ailleurs est aujourd'hui confirmé dans la constitution de sa liste pour les élections municipales de 2026. Donc moi, mon retrait, on va dire, de l'équipe de Monsieur Loher, elle commence progressivement en 2019-2020 et se termine complètement en 2021, donc avant mon ralliement au Rassemblement national, où j'ai décidé, et à l'époque j'étais chez LR, j'ai décidé de ne plus finalement m'engager pour les municipales de Lorient et dans l'équipe de Monsieur Loher, parce que je considérais que la tournure n'était pas celle que nous avions défendue pendant des années, moi depuis 2015, mais lui depuis 2001. Et effectivement, eh bien, en 2023, je rejoins le Rassemblement national pour d'autres motifs, cette fois-ci plus nationaux, un contexte national que je considérais inadmissible. Et je ne rejoins que par la force des choses le conseil municipal il y a quelques mois. Et je ne considère pas cela comme une forme de tremplin, parce que je tiens à le rappeler, nous avons tendance à l'oublier, surtout à des élections comme les élections municipales. Nous votons pour une liste. Moi, encore une fois, et je le démontre par mon programme, je n'ai pas changé ma vision programmatique pour Lorient, notre projet. Et j'ai déjà eu l'occasion de rappeler même qu'à mon sens, je ne fais que reprendre le flambeau que M. Loher a abandonné dès lors qu'il a accédé aux fonctions de maire. Par opportunisme ou par aveuglement, ça je ne le sais pas, mais j'ai malgré tout un certain respect pour ce qu'il a été auparavant. Aujourd'hui, moi je reprends ce flambeau, je porte des combats qu'il a décidé d'abandonner, je pense aux référendums locaux qu'il a défendus par le passé. Aujourd'hui on m'explique que c'est de la démagogie, mais il l'a défendu par le passé, ce n'est qu'un exemple. Donc lorsqu'on vote pour une liste, eh bien, tous les noms sont affichés. Si on divise cette liste, on peut même considérer que les voix viennent proportionnellement de la présence de l'un ou de l'autre. Et lorsque vous gagnez à un peu moins de 400 voix près, eh bien autant dire que chaque colistier compte. Et puis évidemment, je ne suis pas le seul aujourd'hui en France, dans les conseils municipaux, à avoir, entre guillemets, décidé de devenir un élu RN. Mais vous avez d'autres communes dans lesquelles des élus de la majorité ont décidé de rejoindre le Rassemblement national, parce que c'est aussi aujourd'hui une réalité électorale. À Lorient aujourd'hui, et c'est arrivé très rapidement, à partir de 2024, vous avez parfois jusqu'à un électeur sur 3 à Lorient qui aujourd'hui s'identifie au Rassemblement national. Donc ma présence est de toute façon aussi le signe d'une évolution de la politique. Ce n'est pas un cheval de Troie. Ce n'est absolument pas un cheval de Troie. Et puis si ça avait été un cheval de Troie, je l'aurais prévu, préparé, je l'aurais décidé.
Moi, encore une fois, ce n'est pas moi qui ai décidé de subir 6 ou 7 démissions, je n'ai plus le chiffre exact, en l'espace de 6 ans. La propre première adjointe de M. Loer qui a fini par partir parce qu'elle ne supportait plus le management du maire. Donc à un moment donné, ça aurait voulu dire que j'avais décidé ça depuis 2020, donc progressivement faire partir des gens. Et malheureusement, il y a aussi, vous le savez, un décès, M. Armel Tonnerre, que j'ai connu. Donc non, ce n'est pas un cheval de Troie. Et en l'occurrence, j'ai toujours été avant sur cette liste. Vous pouvez le voir, je ne renie pas des engagements précédents parce que je sais que moi, ma ligne et ma vision pour Lorient n'a pas changé. Et que pour le cas de M. Loer, c'est lui qui a trahi finalement le Fabrice Loer pré-2020. J'aime parfois rappeler que si le Fabrice Loer d'avant 2020 siégeait dans le conseil municipal du Fabrice Loer de 2020 à 2026, eh bien il se critiquerait lui-même. Et ça, c'est peut-être ma plus grande tristesse, qu'en 2020, nous ayons raté une si belle occasion de relever Lorient et de proposer une vraie alternance. Ça, c'est mon grand regret. Comment vous définiriez votre liste tout en la présentant ? Le travail sur la liste a été très tardif puisque nous avons d'abord décidé de mettre en avant le projet qui est arrivé assez tôt. Dès ma présentation le 6 octobre, nous avons proposé les premières grandes lignes de notre projet. L'idée de notre liste, le cœur de notre liste, c'est de vouloir représenter tous ces Lorientais du quotidien que l'on n'entend pas, que l'on n'entend plus. Alors je pense évidemment aux commerçants, ce sont peut-être ceux qui sont venus vers nous le plus rapidement, qui nous ont partagé leurs déboires, leurs inquiétudes, leurs craintes. Vous avez aussi le milieu médical, le petit milieu médical, là je ne parle pas de médecins ou de chirurgiens, mais bien effectivement d'infirmiers, d'auxiliaires de vie, qui aujourd'hui constatent, j'ai envie de dire, le dépérissement aussi des pouvoirs publics, y compris localement. Nous avons évidemment des étudiants, des personnes sans emploi, des personnes qui sont en très grande difficulté. Et moi, mon idée, c'est que je me vois comme un chef d'équipe pour une équipe de football et que finalement, je ne suis là que pour trouver des profils qui répondront à des problématiques spécifiques. Et c'est comme cela que nous avons travaillé. Le programme commercial, ce sont les commerçants qui nous ont beaucoup aiguillés sur ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Il en va de même pour tous les autres domaines, le monde de la pêche, le monde un peu plus rural, même si forcément Lorient est une ville très enclavée, la ruralité est très peu présente, mais elle est existante malgré tout, y compris au sein de l'agglomération. Moi, c'est comme cela que j'ai bâti la liste. Et d'ailleurs, il me semble que ce sont vos confrères et consoeurs alors je n'ai plus le nom du journal, mais qui a analysé finement la composition de chaque liste. Et aujourd'hui, par le hasard des choses, eh bien, nous sommes aussi la liste qui est la plus proche de la représentation réelle de la population lorientaise. Nous sommes la première liste pour le nombre de personnes de moins de 30 ans, avec 17%. Nous avons effectivement un nombre d'actifs qui est peut-être moins élevé que dans d'autres listes, mais c'est aussi une réalité. Et nous avons évidemment beaucoup de personnes de plus de 60 ans, mais qui s'inquiètent aussi de leur situation. Les services de santé sont de moins en moins présents. Vous avez une population âgée qui augmente, et donc ce sont des enjeux qui sont à prendre en compte aussi. Et c'est comme ça que je vois une équipe de football, finalement, pour répondre aux problématiques municipales. Alors, vous l'avez énoncé, c'est une liste de 47 noms. Parmi ces colistières et colistiers, n'y a-t-il pas un décalage entre le discours gaulliste, en quelque sorte affiché, et la réalité militante de l'équipe? À savoir que si on prend donc Ange Lalinec, 5e position, son lien avec la droite radicale, Dan Kerzis, qui représente en quelque sorte le commerce comme bouclier, ancien président de l'association des commerçants Bove et Co. Dominique Balassi, 29e position. N'est-ce pas là une caution populaire mais clivante, au travers des vidéos de campagne. Il est présenté en tant qu'ouvrier agricole, mais cette mise en scène en quelque sorte de son portrait vise à capter donc le vote rural et ouvrier. Mais n'y a-t-il pas là encore une contradiction qui occulte le fait que le programme du RN national, auquel la liste est liée par la charte, a voté contre les aides aux petits exploitants et contre la hausse des bas salaires en 2025. En premier lieu, rappelez tout de même qu'entre ce qui se dit et puis la réalité, notamment législative, bien souvent le RN va rejeter des mesures parce que derrière quelques bonnes mesures, vous avez toute une proposition de loi ou un projet de loi qui, lui, ne répond pas à un ensemble. Et moi, je sais inversement que toutes les fois où le RN a proposé des mesures qui allaient en faveur du monde du travail, c'était rejeté dogmatiquement, voire pire,
rejeté, puis copié-collé par le monde macroniste ou par la gauche, pour ensuite le redéposer et que ce soit finalement eux qui récupèrent les lauriers. Bon, ça c'était pour la partie nationale. Pour venir maintenant sur la composition de la liste et sur ce que vous qualifiez de paradoxe entre le monde gaulliste et le monde identitaire. Bon, le Rassemblement national aujourd'hui, contrairement à ce que l'on dit souvent et entend souvent, n'est pas un parti identitaire. Vous avez des partis d'extrême droite identitaires. Nous sommes aujourd'hui un parti de droite populaire et patriote qui s'incarne précisément sur la ligne de ce qu'était avant le général de Gaulle, qui, je le rappelle, lui aussi, dans les années 50 et 60, était qualifié de gros extrémistes de droite qui organisaient un coup d'État contre la 4ème République. Vous voyez, les discours sont toujours les mêmes. Que dira-t-on de nous dans 50 ans ? Peut-être pas ce que l'on entend aujourd'hui. L'étiquette extrême droite, on la pose excessivement facilement pour éviter tout débat, alors même que je ne vois pas aujourd'hui dans mes équipes ce qui nous qualifierait d'extrême droite dangereuse pour l'avenir de ce pays. Pour venir ensuite sur les colistiers que vous avez cités. Et on parlera notamment de Sophie Manic. Bien évidemment. Deuxième de liste. Pour ce qui est de Ange Lalinec, sa famille était adhérente du RPR, il l'a souvent rappelé, et le RPR des années 80 avait un programme très proche de celui du Rassemblement national aujourd'hui, cette idée d'une droite populaire et patriote. Les négociations que nous avons eues avec eux portaient sur ces questions programmatiques, et en l'occurrence, effectivement, comme c'est un parti qui est en relance aujourd'hui, je sais que les Républicains notamment estiment que c'est un simple rachat de marque, pas du tout. Il y a aujourd'hui un parti RPR, ils ont quelques milliers d'adhérents, ils sont surtout présents effectivement, je vous le confirme, dans le sud de la France, mais il y a aujourd'hui une implantation bretonne parce que le RPR, ça reste ce grand parti post-De Gaulle, si je puis dire, qui a repris un peu le flambeau, qui nous a donné de grandes personnalités comme Philippe Seguin ou Charles Pasqua, qui moi me parlent personnellement beaucoup. Si ces personnalités-là étaient présentes aujourd'hui, je pense qu'on les qualifierait immédiatement d'extrême droite nauséabonde, alors que dans les années 80, c'était ni plus ni moins qu'un discours de droite populaire et patriote. Vous voyez un petit peu cette tendance à vouloir simplifier les débats chez certains de nos adversaires. Pour M. Dan Kersis, je ne suis absolument pas d'accord. Dan Kersis, il a suivi notre projet de près. Il n'était pas prévu qu'il soit dans notre liste au départ. Mais il vient un moment où, à l'image d'ailleurs de beaucoup d'autres commerçants et même beaucoup d'autres Lorientais, où Dan Kersis a considéré que oui, il faut aussi entrer dans la mêlée et qu'il ne voulait plus être spectateur parce qu'il constatait bien que nous étions vraiment les seuls à poser le doigt sur les principaux enjeux qui devaient être réglés. Donc il a pris ses responsabilités, c'est souvent la phrase qu'on entend, et il a décidé de nous rejoindre sans étiquette parce que lui, son enjeu, son combat, c'est de sauver le commerce lorientais qui est, je sais que beaucoup d'adversaires le contestent, mais à notre sens, le commerce lorientais, il est en danger de mort aujourd'hui. Donc c'est absolument vital de prendre ces sujets à bras-le-corps. Pour M. Balassi, capter le vote rural à Lorient, je pense que ça ne pèse pas grand-chose, et encore une fois, nous n'avons pas constitué notre liste en considérant, tiens, ça va nous rapporter tant, ça va nous rapporter tant. Non. Monsieur Balassi, il est ici parce qu'il nous a contactés, il était sur la liste de Christian Mouton en 2020. J'ai réalisé un entretien avec lui, comme avec chaque autre colistier. Il est passionné effectivement par tout ce qui va concerner un petit peu la gestion des espaces naturels, la gestion des parcs. Ça a été son travail pendant des années. Et s'il est ici aujourd'hui, c'est pour à la fois être un petit peu le témoignage des candidatures passées, certes, mais aussi parce qu'il a des compétences. Et je suis d'autant plus amusé par le terme de scénarisation que contrairement à d'autres listes qui réalisent effectivement des vidéos où nous voyons bien que les colistiers lisent des textes, nos vidéos sont très spontanées. Pour vous donner un petit peu l'envers du décor, nous arrivons avec un micro-cravate et les questions sont très simples. Pourquoi vous vous engagez ? Qu'est-ce qui vous motive à vous engager ? Et qu'est-ce que vous feriez demain pour la ville de Lorient ? Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de texte, ça rend les choses très authentiques et c'est aussi un petit peu ce que nous souhaitons porter, cette vision politique un peu plus authentique, cette vision de proximité qui, je pense, manque beaucoup en politique en général aujourd'hui. On en vient justement à votre numéro 2 sur votre liste, Théo Thomas. Elle est pointée du doigt par la presse, notamment Ouest France, 3 mars 2026, pour des publications dites complotistes sur les vaccins et le dérèglement climatique. Votre numéro 2 ne relaie-t-elle pas des théories qui nient la science et la réalité du climat ?
Et comment une liste qui prétend rassembler l'Orient, ville de recherche navale et de technologie, peut-elle être menée par des personnes qui s'informent, je dirais, dans des recoins les plus sombres d'Internet? Est-ce que cela est le sérieux que vous promettez à notre ville? Alors en amont, rappelez que le délit d'opinion, contrairement à d'autres choses d'ailleurs et qui pourraient concerner d'autres listes, le délit d'opinion est aboli depuis 1881 en France. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à la liberté de la presse. Moi, Madame Manique, je ne l'attends pas sur des sujets de complotisme, je l'attends sur ce qu'elle a toujours fait dans sa vie, à savoir être une infirmière spécialisée dans le milieu de la psychiatrie et de la psychanalyse, et également une infirmière qui a beaucoup travaillé auprès de la petite enfance, qui sont deux sujets importants, je crois, à Lorient. Alors ensuite, pour revenir sur la polémique, vous avez raison, moi je lui ai toujours expliqué que certaines de ces idées, moi je ne suis pas un flic de la pensée, certaines de ces idées sont vraiment un peu saugrenues, mais encore une fois, ce n'est pas illégal et ça n'a absolument pas d'impact sur la politique que nous pourrions mener à Lorient, d'autant que, contrairement aux clichés que l'on entend souvent, être deuxième de liste ne signifie pas être premier adjoint, ne signifie pas être adjoint quelconque d'ailleurs. C'est aussi un ordre que nous sommes obligés de respecter pour la parité. Madame Manique, elle est en deuxième position parce que dans le cas où nous serions dans l'opposition, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît les sujets qui concernent le milieu social, et Madame Manique les connaît très bien. Et effectivement, parce qu'elle est plus âgée, eh bien, ça permet un équilibre en binôme, à minima, avec moi, qui on a souvent reproché d'être jeune. J'ai vu la polémique enfler. Moi, je rappelle tout de même qu'encore une fois, est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. On demandera à vos collègues de Libération. Mais il n'y a que les listes RN en France qui ont le droit à cette analyse, à ce passage au peigne fin. Alors même qu'à côté, vous n'avez rien qu'à Lorient. Des listes qui comportent aujourd'hui, alors déjà des gens qui se présentent de la société civile alors qu'elles ne sont pas du tout de la société civile, elles sont encartées, elles ont un engagement militant, et là, personne ne dit rien. Mais plus encore des gens qui parfois ont même tenu des propos qui sont du domaine du pénal et qui sont encore aujourd'hui reconduits sur des listes aux élections municipales. Et encore une fois, les autres listes n'ont pas eu le droit à ce traitement. Donc, moi, dans tous les cas, j'ai été très clair avec Madame Manique. Si elle poursuit en ce sens, eh bien, il y aura sanction. Et sanction peut signifier aussi exclusion a posteriori. En l'état, je pense qu'elle a compris la situation. Elle a compris qu'il ne faut pas non plus abuser sur des discours un peu étranges. Et je pense qu'encore une fois, c'est la démonstration au contraire que nous sommes plutôt professionnels. Contrairement à d'autres, nous pouvons apprendre de nos erreurs et surtout nous sanctionnons lorsqu'il y a un problème, ce qui n'est pas le cas de tous nos adversaires. Nous allons maintenant aborder votre programme. Tout d'abord, concernant le pouvoir d'achat, le mirage social. Vous promettez une ville stratège et courageuse, mais comment croire à une fibre sociale pour l'Orient quand vos députés ont systématiquement voté contre l'indexation du SMIC sur l'inflation et contre le blocage des prix des produits de première nécessité? Nous n'adoptons pas cette stratégie pour rendre du pouvoir d'achat. Il y a deux façons de rendre du pouvoir d'achat aux gens. Et bien souvent, surtout en France, on pense à la première façon qui est d'augmenter le SMIC ou de l'indexer. Il y a d'autres méthodes, typiquement de baisser des charges ou de prendre en charge les personnes les plus fragiles, les plus précaires. Nous, typiquement, notre politique pour l'Orient en matière de logement a pour objectif à terme de rendre du pouvoir d'achat aux gens, avec une politique de logement ambitieuse, avec une bonne réhabilitation des logements qui mettent fin aux passoires thermiques, qui permettent aussi de faire des économies en matière énergétique. Eh bien, vous faites des économies qui, cumulées, permettent de rendre du pouvoir d'achat. Et ensuite, vous posez la question pour les votes réalisés à l'Assemblée nationale, je l'avais déjà énoncé, mais dans une loi, vous avez bien souvent une vingtaine, une trentaine de pages, et c'est notamment le cas de la France Insoumise qui aime bien réaliser des lois qui seront particulièrement polémiques, mais derrière de mettre une mesure, typiquement l'indexation du SMIC, de le passer au vote. Forcément, nous ne le voterons pas parce que l'ensemble du projet ne nous convient pas. Et derrière, ils viendront expliquer, regardez, le RN est contre le camp des travailleurs. Bon, rappelez aujourd'hui que presque un travailleur sur deux vote Rassemblement National. Je sais que ça agace la CGT, ça agace la gauche. Mais c'est une réalité, et j'ai encore envie de dire, encore une fois, que c'est aussi cette vision à nouveau gaulliste, gaulo même bonapartiste, de la situation qui veut que nous parvenons à la fois à parler peut-être aux classes sociales les plus aisées, mais également aux classes populaires qui se retrouvent enfin dans un projet d'union de tous nos patriotes finalement.
Les cadeaux aux plus riches versus budget municipal. Votre charte prône la gestion en bon père de famille. Mais pourquoi votre parti a-t-il voté au Parlement contre le rétablissement de l'ISF et contre la taxation des superprofits? À Lorient, protégeriez-vous les plus précaires ou les intérêts financiers des plus aisés comme vos collègues à Paris? Le débat sur l'ISF est récurrent lorsque vous taxez les très riches, et il est nécessaire de les taxer. Mais à la différence des personnes qui sont dans une situation plus précaire, les personnes très riches, à un moment donné, finissent par partir. Donc le tout, c'est de trouver un équilibre. Nous taxons aussi les très riches. Et nous taxons prioritairement les très riches, aussi dans le but que les classes sociales moyennes et les classes sociales les plus faibles, malheureusement, puissent aussi retrouver du pouvoir d'achat. À Lorient, nous parlons d'une commune qui a aujourd'hui 20% de personnes qui vont vivre dans une situation très précaire, 20% de personnes qui sont dans une situation très délicate aujourd'hui. Donc il est évident que non, tous ceux qui viendront nous expliquer que nous serions la candidature des ultra-riches à Lorient, je pense qu'ils se trompent de candidat. Nous en avons un aujourd'hui qui d'ailleurs a eu 6 ans pour montrer qu'il préférait vendre à des promoteurs et finalement faire plaisir à ce que moi j'appelle la politique des petits fours, plutôt que d'être aux côtés de nos concitoyens les plus fragiles, que nous rencontrons quasi quotidiennement. Moi, je tourne à plusieurs rendez-vous par jour, rendez-vous individuels que je privilégie, parce que ça permet de parler du fond des choses. J'en ai parlé sur le plateau de TBO-TB Sud, notamment de l'exemple de cette jeune femme qui est mère au foyer, qui à la fin du mois n'a plus rien pour vivre. Et ça, tout le monde s'en fiche. Et pourtant, nous prenons ces problèmes à bras-le-corps. Et je ne laisserai jamais dire que nous sommes les candidats des ultra-riches. Nous sommes simplement les candidats des Lorientais. Parce qu'il y a toutes sortes de problématiques et qu'il faut toutes les traiter. Mais nous, en l'occurrence, il n'y aura pas de privilège en fonction du portefeuille de l'électeur. Ça, c'est une évidence. Concernant le logement et le travail, et notamment l'abandon des jeunes, vous parlez de logements accessibles à Lorient, mais vos élus européens ont voté contre la rémunération des stagiaires et contre les directives sur les salaires minimums. Comment comptez-vous loger des jeunes lorientaises et lorientais si votre parti sabote leurs moyens de subsistance au niveau européen? Écoutez, encore une fois, c'est une simplification des débats dans la mesure où vous allez avoir une proposition de loi ou un projet ou à échelon européen des directives qui peuvent avoir une ligne très intéressante dans un ensemble qui est très mauvais. Mais je n'irai pas plus loin sur ce sujet parce que je ne parle pas sans savoir. Et j'irai relire effectivement ce que vous me signalez, mais j'ai du mal à croire que notre parti aujourd'hui aille contre les stagiaires et contre les petits travailleurs, dans la mesure où ce sont au contraire précisément ces personnes-là qui vont demain porter l'avenir de notre pays. Vous ne pouvez pas convenablement entrer dans le monde du travail sans auparavant, et je sais de quoi je parle, sans auparavant réaliser des stages, vous confronter aussi au monde du travail. Une occasion de rappeler moi-même que j'ai été près de 4 ans dans le monde de la restauration rapide à des heures pas possibles et que ce sont des milieux très difficiles dont on ne parle jamais, encore une fois. Et pour ce qui est de Lorient, au contraire, notre idée, c'est déjà de relancer plusieurs filières. Et là-dessus, j'entends souvent l'idée qu'un maire n'a pas beaucoup de pouvoir dans ces domaines-là. C'est faux, parce qu'à minima, un personnel politique a toujours un pouvoir symbolique. Je pense à la filière pêche. Effectivement, la filière pêche, ça concerne aussi, alors pas forcément le département, mais surtout la région, et on va nous expliquer que oui, le maire ne peut pas faire grand-chose. Au contraire, si vous mettez plus de festivités en lien avec le monde de la pêche, si vous accompagnez la pêche artisanale, que vous la défendez sur des plateaux télé, que vous la défendez à la radio, typiquement, que vous prenez la parole en sa faveur, si vous allez contre des projets tels que l'éolien offshore qui aujourd'hui menace les zones de pêche, si vous menez ces politiques-là qui sont certes purement symboliques, vous me direz c'est simplement de la parole. C'est une parole symbolique qui montre que l'élu n'abandonne pas ses concitoyens. Et c'est le grand reproche que l'on fait à la classe politique en place aujourd'hui. C'est que dès que quelque chose ne peut pas la concerner administrativement parlant, eh bien elle évacue le problème. Ce n'est pas mon problème, écrivez à telle personne. C'est faux. Pendant des décennies, je dirais même presque plus d'un siècle, nous avons eu une classe politique qui était courageuse. Et nous, on peut nous reprocher bien des choses, mais je pense que le Rassemblement national et moi, à l'échelle locale, j'ai pu incarner cette nouvelle idée de la politique
qui est précisément aussi d'avoir un peu ce courage de dire les choses, même quand c'est difficile, d'aller sur le terrain, même lorsqu'on sait d'avance qu'on va se prendre des claques. Donc non, nous défendrons les plus petites filières, parce que sans les petites filières, on ne peut pas construire une politique cohérente. Vous avez beaucoup de travailleurs qui sont invisibles et qui pour autant sont essentiels aujourd'hui, y compris au sein de la commune. Justement, l'un de vos engagements défend les services donc, publics de proximité. Pourtant, dans les mairies RN comme Perpignan ou Fréjus, les budgets sont siphonnés par la sécurité au détriment du social. Allez-vous, comme vos collègues, augmenter les tarifs des cantines et des centres aérés pour financer, par exemple, la vidéosurveillance ? Non, alors il n'y aura pas de financement de vidéosurveillance dans la mesure où nous ne proposons pas de mettre plus de caméras de vidéosurveillance. Nous sommes cohérents. Mais encore une fois, déjà, premier appel. Nous avons aujourd'hui affaire à des collectivités qui ont chaque année des budgets toujours plus réduits parce que l'État, lui, effectivement, est irresponsable, vote chaque année, mais le RN ne souhaite pas les voter, les autres le font, nous votons chaque année des budgets qui alourdissent la dette et qui font derrière que nous ne pouvons plus investir dans nos collectivités. Et dans le même temps, nous donnons toujours plus de missions aux collectivités, que ce soit d'ailleurs la région, le département, la commune, tout en ayant moins de budget. Donc malheureusement, parfois, il y a aussi des ordres de priorité, mais ça dépend de chaque commune. À Perpignan, il y avait un sérieux problème d'insécurité qu'ils ont dû régler. Mais ensuite, attention aussi au discours simpliste, si je puis dire. Nous optimisons les services. L'idée, c'est que si effectivement vous avez des services qui sont mieux accompagnés par les pouvoirs publics, qui sont plus efficaces, et bien finalement, ils rendent des services publics tout aussi cohérents, compétents et efficaces. Parce que s'ils s'étaient trompés, j'ai envie de dire, dans les mairies RN, eh bien, nos maires n'auraient pas été réélus parfois dès le premier tour. Il y aurait eu un très gros problème. Inversement, vous avez effectivement des politiques, mais là, ce sont surtout les maires macronistes qui les mènent, cherchez l'erreur. Vous avez des politiques publiques qui visent délibérément à casser le service public. Et ça, nous n'en sommes évidemment pas favorables. Nous défendons l'idée de ce que l'on appelle vraiment le municipalisme. C'est l'idée que la commune peut traiter bon nombre de problèmes. Mais encore une fois, il y a une autre réalité, c'est que malheureusement, les budgets sont rabotés. Et je pense qu'il est plus irresponsable encore de dire que ne vous en faites pas, nous ne toucherons à rien, nous allons même étendre ces services publics, alors que tout le monde sait que les moyens ne sont pas là. Nous avons encore une fois ce discours malheureusement courageux mais ferme, qui est de dire que nous ferons avec les moyens que nous avons, mais nous ferons tout ce qui est possible pour le faire, et surtout, en contrepartie, nous ferons la chasse aux mauvaises dépenses, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut faire plus aussi en réorientant des dépenses qui sont parfois lancées dans des agences, dans des boîtes de consulting, qui ne sont pas utiles aujourd'hui à la politique publique. Vous pouvez récupérer ces mannes financières pour investir dans les services publics. Il y a aussi ces questions-là. En réalité, il y a de l'argent à trouver, mais il faut aller la chercher et parfois il faut avoir le courage de le dénoncer. Par rapport justement à ces budgets publics, sociaux, n'y a-t-il pas un double discours et notamment eu égard aux droits des femmes ? Votre charte parle de laïcité républicaine, mais pourquoi les mairies RN s'acharnent-elles à couper les subventions du planning familial et des centres d'information sur les droits des femmes qu'on appelle CIDFF ? Les Lorientaises doivent-elles craindre pour leurs structures d'accueil ? M'amuse toujours un petit peu, c'est que nous reprochons à un parti qui envoie à chaque élection présidentielle une femme d'être le parti misogyne. Bon, passons. Non, la réalité, c'est que ne pas oublier que vous avez certains organismes qui officiellement se considèrent neutres et qui derrière font de la politique. C'est le cas notamment du planning familial, qui lui a mené des politiques qui étaient alors même pas forcément anti-RN, mais qui étaient surtout partisanes de certains partis plus que d'autres. Et nous, notre vision des subventions, mais que j'avais d'ailleurs défendue lorsque j'étais élu étudiant aussi, c'est une vision que j'ai toujours défendue, c'est que lorsque vous donnez des subventions, c'est dans l'intérêt de tous, ce n'est pas pour faire de la politique. Et c'est d'ailleurs la grande surprise que beaucoup ont eu, y compris chez nos adversaires, lorsque certaines mairies ont été gérées par le Rassemblement national, c'est qu'elles ont pensé qu'elles auraient des subventions coupées, alors que pas du tout. Le maire a simplement dit ces subventions, elles doivent être dans l'intérêt de tous, elles ne sont pas dépensées pour faire de la politique, et dans tous les sens du terme. Nous ne finançons pas des associations qui sont pour nous ou contre nous, nous finançons simplement des associations. Et il est évident que non, les femmes lorientaises n'ont absolument rien à craindre. Bien au contraire, je pense que nous démontrons suffisamment chaque jour que nous les défendons, parce que nous parlons aussi de toutes les réalités qui concernent la gente féminine aujourd'hui, à la fois dans le domaine privé et dans l'espace public aussi.
L'éthique et les déboires judiciaires, vous vous engagez à lutter contre le gaspillage et la gabegie, comme vous l'avez rappelé il y a quelques minutes, c'est votre engagement numéro 7. Quelle est votre légitimité sur ce point alors que Marine Le Pen et le RN sont empêtrés dans des affaires de détournement de fonds publics européens pour des millions d'euros? L'argent des Lorientaises et Lorientais est-il en sécurité avec le RN? Bien, en tout cas, je ne sais pas s'il est actuellement en sécurité avec M. Loer. Je rappelle qu'il est actuellement surveillé par le parquet national financier pour plusieurs affaires financières, précisément. Donc bon, cette question est assez générique. Nous, encore une fois, nous assumons absolument tout. Je rappelle que le débat et le procès qui concerne Marine Le Pen est un débat, comment dirais-je, juridique. C'est un débat qui est principalement juridique. Vous avez eu un jugement rendu en première instance et qui concerne notamment aussi le règlement européen relativement notamment aux collaborateurs parlementaires. Et Madame Le Pen n'est pas la seule à être concernée, mais là où il y a eu un traitement différencié, si je puis dire, c'est que vous avez d'autres personnalités qui ont eu ces mêmes jugements avec des peines moins lourdes, parce que la juge, et c'est du domaine du fait, j'ai eu l'occasion de lire l'arrêt rendu, vous avez une part qui est très 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 contestable, une part qui est très politique et qui d'ailleurs a interloqué jusqu'à certains grands juristes. Donc nous attendons le procès en appel. Dans tous les cas, moi je ne considère pas que cela mettrait en danger notre probité. Bien au contraire d'ailleurs, aujourd'hui la réaction des gens ça a surtout été de dire que ce procès pose de gros problèmes relativement à notre vision de la démocratie, puisque derrière, je rappelle que toute décision fait jurisprudence et peut concerner n'importe qui. Là on entre dans un débat juridique, il n'est plus politique, et étant juriste, je peux aussi me le permettre. Si le procès en appel de Marine Le Pen venait à être confirmé, cela signifierait rapidement que les juges pourraient, sur certains motifs, finalement, exclure d'office une personnalité politique, puisque c'est le jugement rendu en première instance. C'est de dire que, à titre provisoire, l'exécution provisoire, cette fameuse exécution provisoire, eh bien, nous retirons l'éligibilité de quelqu'un. Bon, ça c'est un véritable problème qui est plus un débat juridique que politique. Et bon, nous sommes ici pour débattre de politique et pas de droit, mais c'est un débat qui est important aussi. Et je pense que, mais même pour nos adversaires politiques, plutôt que de regarder le doigt, il ferait mieux de regarder la lune. C'est que le cœur du problème, si ce jugement est bel et bien rendu, c'est que nous donnons au pouvoir judiciaire des capacités qui vont véritablement empiéter sur le pouvoir politique. Et ça peut concerner certes le RN, mais ça peut concerner la France Insoumise, ça peut concerner les Républicains, le Parti Socialiste, ça peut concerner tout le monde. Et ça, c'est un très gros problème. Et d'ailleurs, le débat juridique s'est cristallisé sur cette question de l'exécution provisoire, au-delà du débat sur la vision des collaborateurs parlementaires, est-ce qu'ils ont un rôle politique ou pas. Le cœur du sujet, il est là-dessus, en réalité, tout simplement. On va en venir à quelques-unes de vos priorités, notamment la numéro 1 sur la sécurité et cette cohésion. L'armement de la police municipale notamment, n'est-elle pas un risque de désengagement de l'État? En armant massivement votre police municipale, ne feriez-vous pas un cadeau finalement à l'État qui pourrait retirer ses effectifs de police nationale? Absolument pas, et en réalité la question est mal posée. Si je puis me permettre, Oui. la réalité, merci beaucoup, la réalité c'est que c'est l'État qui se désengage tout seul et qui contraint donc les maires à devoir investir plus dans la sécurité. Et la démonstration concrète, c'est que les prérogatives initiales de la police municipale ne devraient pas concerner ce qui nous est confronté aujourd'hui, l'augmentation des narcotrafics, l'augmentation de la sécurité. Vous en faites allusion Effectivement, dans votre programme, et notamment le tout caméra aussi. Effectivement, nous encore une fois pour Lorient, nous préférons d'abord mieux utiliser les caméras existantes et ensuite voir si nous devons les augmenter ou pas, parce que c'est un budget. Et je rappelle encore une fois que les dépenses des communes aujourd'hui sont vraiment très restreintes et qu'on ne peut pas se permettre des promesses en l'air. Nous préférons par contre effectivement parler d'une augmentation des effectifs. Pour l'armement, c'est déjà globalement le cas à Lorient. Ça a été réalisé sous le mandat de Fabrice Loher et qui a également multiplié par 2 la police municipale. Mais aujourd'hui, c'est insuffisant. La multiplication doit se faire par 6. Le quota imaginé aujourd'hui, c'est un policier municipal pour 1000 habitants. Pas pour avoir 60 policiers simultanément sur le terrain, mais parce que ça vous permet d'avoir derrière une police disponible 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7. Et j'ai bien entendu la façon dont les débats étaient tournés. Vous l'avez vu il y a quelques semaines, mes propos ont été simplifiés concernant la comparaison entre Nantes et Lorient. Moi, je compare Lorient à la ville de Nantes il y a 10 ans, mais même dans l'ensemble, l'ambiance, l'atmosphère du centre-ville. Il y a 10 ans, Nantes, c'était une ville très bien classée dans le cadre de vie. Mais vous aviez quelques petits problèmes qui étaient constatés et un déclassement relatif. À cette époque-là, en dehors peut-être de l'exemple parisien, nos communes n'avaient pas encore de problèmes globaux, notamment en matière d'insécurité, et donc personne ne voulait tirer la sonnette d'alarme. 10 ans plus tard, Nantes est une ville qui ne peut plus être gérée convenablement par la commune. À ce stade, l'État doit s'en charger lui-même. Je veux dire, même avec la meilleure police municipale du monde à Nantes, vous ne pourrez plus régler ces problèmes. Donc nous nous adaptons à ce fameux proverbe, gouverner c'est prévoir. Aujourd'hui, Lorient est légèrement déclassé. C'est une ville où il fait encore peut-être globalement bon vivre, mais les Lorientais constatent malgré tout une désescalade, plutôt dira-t-on une baisse du mode de vie, de la qualité de vie, et surtout une ambiance, une atmosphère qui est propice à cette insécurité. Et nous, notre idée, c'est de dire il faut agir maintenant, il faut prendre les mesures maintenant, parce qu'après, il sera trop tard. Et derrière, il y a eu cette simplification. Le candidat RN ne comprend rien, il compare Nantes à Lorient. Ce n'est jamais ce que j'ai dit. Mais bon, vous connaissez les débats politiques, surtout pour certains camps plus que d'autres. La simplification, c'est ce qu'il y a de plus facile pour écourter les débats et ne pas parler du cœur des sujets. Le narcotrafic, on sait que les maires ont peu de pouvoir. Comment vous allez lutter contre ? Ils en ont peu, mais ils en ont. Et cela passe encore aussi une fois par le courage du maire en place. Si vous avez une police municipale qui se sent déjà symboliquement accompagnée, qui va sur un point de deal, qui reste en position fixe, qui gêne ce point de deal, c'est de la police administrative, vous ne pouvez pas forcément agir. Mais vous êtes malin, vous réalisez ces politiques-là. Le dealer va changer d'emplacement. Et vous multipliez ces politiques-là au fur et à mesure du temps, il finira par changer de commune. Et moi, ma priorité, c'est la sécurité des Lorientais. Donc je règle cette question-là. Autre point qui pour le coup a été très efficace, vous avez aujourd'hui une brigade cynophile à Lorient qui pour le coup a adopté de très bonnes mesures et qui a apporté de très bons résultats. C'est qu'effectivement le chien va détecter des points de deal, ce qui permet ensuite effectivement d'orienter la police nationale et les services compétents. Nous aimerions une augmentation de cette brigade cynophile parce que dès lors que quelque chose porte de bons résultats, eh bien, c'est une dépense que nous pouvons réaliser, que nous devons assumer. Ce sont ces petits ensembles combinés aussi à un pouvoir moral, à un pouvoir symbolique, à cette idée que le maire ne doit pas mener sa politique dans son bureau, mais être sur le terrain avec tous ses effectifs, qui fait qu'on règle les problèmes, tout simplement. La main de fer de Paris sur Lorient. L'engagement numéro 11 vous oblige à parrainer le candidat RN à la présidentielle. Êtes-vous d'abord le maire des Lorientaises et Lorientais ou le petit soldat, entre guillemets, de Marine Le Pen, contraint d'appliquer une idéologie nationale, même si elle dessert les intérêts spécifiques de notre port et de nos entreprises ? Bien écoutez, ça s'appelle de la clarté. Je vais poser la question dans l'autre sens. On nous explique souvent que les élections municipales, c'est purement local. C'est faux. Le maire et sa majorité votent ensuite pour les élections sénatoriales, donc ils ont un impact sur le Sénat. Et puis ils donnent aussi leur signature aux élections présidentielles. Monsieur Loer, qui d'ailleurs avait brillamment soutenu Monsieur Macron en 2022, allant jusqu'à rédiger un courrier de 2 pages pour dire à quel point la politique du président était bonne et allait se poursuivre après 2022. Comme quoi, il était, encore une fois, visionnaire, ce Monsieur Loer. Et ça me permet cette question. Si demain, Monsieur Girard est maire de Lorient, il fera voter pour qui ? Il soutiendra qui ? Idem pour Madame Lestradic ? Idem pour Monsieur Loer ? Quelles sont leurs positions ? Nous sommes juste clairs. C'est qu'effectivement, nos engagements locaux et nationaux, ils sont cohérents. Si vous votez pour nous, vous avez la certitude que nous donnerons notre signature à tel candidat. Vous avez la certitude qu'au sénatorial, eh bien, on ne trahira pas non plus nos convictions. Nous voterons pour tel candidat aux élections sénatoriales. C'est ni plus ni moins que de la clarté, plus que de vouloir nationaliser un débat. Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on entend trop souvent et qui est faux. Les élections municipales, c'est certes 90% de local, mais c'est aussi 10% de national, que bon nombre d'édiles tendent à cacher, surtout pour ces élections spécifiques, parce qu'ils étaient nombreux à soutenir Emmanuel Macron, ils tendent à le cacher parce qu'ils savent très bien que ça leur coûterait leur siège. Donc inversement, nous aimons le rappeler, parce que c'est aussi de la clarté à l'égard des électeurs. S'agissant de l'écologie, le localisme est-il finalement une façade ? Car vous parlez de mobilité durable, mais votre parti combat presque toutes les régulations environnementales au niveau national et européen. Est-ce une réelle conviction pour Lorient ou un simple mot-clé marketing pour séduire l'électorat breton ? Vous posez la question à quelqu'un qui, à titre professionnel, est
collaborateur parlementaire d'une députée qui est agricultrice. Donc, en l'occurrence, cette question du localisme, nous on l'aborde très fréquemment et ce n'est absolument pas de la façade. La réalité aujourd'hui, c'est que vous avez déjà des réglementations qui forcent aussi à comparer entre guillemets les prix et à prendre pas forcément ce qui se situe juste à côté de chez vous. Ça, c'est inadmissible et encore une fois, par courage politique, vous pouvez le contester. Ensuite, il y a écologie et écologie. C'est qu'au niveau national, vous avez parfois des mesures, des propositions qui, derrière cette bannière d'écologie, cette idée d'écologie, vont finalement défendre des dogmes, des visions finalement très idéologiques du développement durable et de l'écologie. C'est notamment le cas d'Europe Écologie Les Verts, qui défend très fréquemment ce type de mesures. Nous sommes pour un développement durable qui est local. C'est que la première des solutions, ça reste de produire chez soi, ça reste d'être souverainiste. Et les souverainistes, ce sont les premiers écologistes de France, parce que nous assumons l'idée que faire le maximum chez nous, eh bien, ce sont des tankers en moins en pleine mer, ce sont des avions en moins qui nous apportent notre nourriture de chaque jour, ce sont des trajets en moins. Le souverainisme, c'est la première des écologies, bien plus qu'Europe Écologie Les Verts. Donc vraiment l'occasion de rappeler cela, non, nous sommes vraiment partisans du vrai localisme, surtout à Lorient. Nous avons des pêcheurs, nous avons dans Lorient Agglomération de formidables agriculteurs aussi, et je pense que plus encore, nous avons une région qui a tout de même un terroir bien fourni. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à défendre, et nous serons toujours derrière ces personnes-là, très concrètement, et ça me tient à cœur. Qui plus est, j'aime les terroirs, j'aime manger. On arrive à la fin de cet entretien avec cette dernière question. Les votes du RN, voilà, c'est un fait établi, hein, sont contre le SMIC, et notamment, on l'a vu au Parlement. Il y a des coupes budgétaires dans le social et en mairie, des procès, hein, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Finalement, les actes ne contredisent-ils pas frontalement un discours populaire? Et j'ai envie de vous poser cette question par rapport à cette, entre guillemets, imposture sociale documentée. Pourtant, votre électorat continue de croître. Est-ce une adhésion à votre programme ou simplement parce que vous avez réussi à transformer la colère sociale en un bulletin de vote identitaire sans jamais avoir l'intention de résoudre la précarité des gens? Alors, le bulletin de vote n'est pas identitaire, puisqu'encore une fois, le Rassemblement national n'est pas un parti identitaire. C'est un parti populaire et patriote qui n'a pas une vision identitaire de la société. L'idée centrale, c'est aussi de regarder qui nous explique que nous ne sommes pas dans le camp des travailleurs. Exemple très simple, qui concerne directement ma liste, Madame Daniela Thierry. Moi, c'est ce que j'appelle se prendre le mur du réel à la figure. C'est que nous avons une CGT qui est persuadée de défendre les travailleurs, mais qui ne réalise pas qu'un travailleur sur deux aujourd'hui adhère à notre vision des choses, à notre vision du travail, et à la façon dont nous voulons faire participer les travailleurs au capital travail aussi. Encore une fois, ça c'est une ligne très gaulliste, hein, le partage du capital et du travail, ça c'est une vision gaulliste, c'est pas une vision libérale, c'est pas une vision destructrice, c'est une vision gaulliste et donc aujourd'hui aussi mariniste. Donc vous avez ce mur du réel qui est renvoyé à la figure de la CGT locale qui se rend compte que, mince, nous avons aujourd'hui des adhérents qui adhèrent aux idées du RN et donc eh bien là vous avez comme d'habitude comment dirais-je, la réaction hermétique qui fait qu'ils se déconnectent toujours plus de leur base, c'est de dire pas de facho à la CGT, allez-vous-en, on ne veut pas vous voir, et donc finalement ils se déconnectent encore plus et ils comprennent encore moins pourquoi l'électorat évolue. Alors maintenant, pour répondre sur le fond, pourquoi les gens votent pour nous? C'est parce que même au-delà de nos idées, la différence entre nous et tous les autres, et ça peut être vu absolument partout, lorsque l'on dit quelque chose, c'est appliqué. Lorsque l'on réalise quelque chose qui finalement n'était pas une bonne chose, nous l'assumons. Nous sommes toujours aux côtés des gens. Enfin, si Marine Le Pen et Jordan Bardella sont acclamés par des foules en liesse à chaque fois qu'ils se déplacent, ce n'est pas une invention. Les gens ont envie d'avoir des élus qui sont proches d'eux. Et ça rejoint le débat que j'ai lancé à Lorient aussi, ce débat sur la façon de faire de la politique. Moi, je ne débat pas que de fond, je débat de forme sur cette façon de faire. Moi, je veux que nous nous prenions parfois aussi des claques de réel, parce que c'est ce qui nous permet d'être de bons gouvernants, d'être à l'écoute des gens, d'être à leur côté, de savoir ce que eux ils veulent. Nous ne sommes que des serviteurs de nos concitoyens. Et c'est ce qu'on a trop souvent oublié. Aujourd'hui, nous avons des élus qui, pour beaucoup, pensent qu'ils sont sur un piédestal, que tout leur appartient, qu'ils peuvent faire finalement ce qu'ils veulent. C'est faux. L'élu, fondamentalement, c'est un serviteur et un représentant, non seulement des gens qui les élisent, mais même aussi des gens qui ne les élisent pas. Nous devons être au service de tous.
Et moi, je pense que c'est pour cela que les gens votent aussi pour nous. C'est parce qu'il y a ce discours vraiment sincère, cette authenticité qui manque beaucoup dans les autres formations politiques. Vous prenez le cas des LR, typiquement, où le lundi, ils ont un discours européiste, le mardi, ils sont souverainistes, et puis le mercredi, ils sont régionalistes avant de devenir jacobins le jeudi, et puis finalement, à la fin de la semaine, ils vous expliquent qu'il faudra faire barrage au RN, mais peut-être pas faire barrage au RN. On ne comprend plus rien. Les gens ne supportent plus ça. Nous, au moins, nous sommes identifiés, les gens savent ce que nous pensons, ce que nous défendons, et en réalité, c'est très rassurant aussi, parce qu'on sait au moins, lorsqu'on place un bulletin de vote RN dans l'urne, eh bien, on sait pourquoi on s'engage, et jusqu'à présent, je pense que nos communes, comme nos députés, mènent un travail qui est exemplaire, pour moi, personnellement, les accompagner un peu au quotidien dans le cadre de mon travail. Il y a cette volonté de servir les gens, cette idée que le mandat ne nous appartient pas, que nous sommes, en tant qu'élus, remplaçables. Voilà, parce que nous servons une cause, nous ne servons pas un mandat, nous ne servons pas une carrière. Moi, peut-être que dans 15 jours, tout va s'arrêter et ce n'est pas grave. Peut-être que demain, je serai le maire de la ville et je compte bien m'engager à fond. Peut-être que je serai dans l'opposition et dans ce cas-là, je serai incisif mais constructif comme je le suis déjà un petit peu au travers de mes 3 dernières séances, où à chaque fois, les problèmes soulevés ont mine de rien fait bouger les lignes à Lorient. Donc c'est vraiment cette vision-là que nous avons, cette politique aussi de forme, de faire les choses autrement. En conclusion, si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi ? Quoi qu'il advienne, au lendemain des élections municipales, j'espère que toutes les listes, tous les élus qui siégeront dans ce conseil municipal seront véritablement au service des Lorientais et pas au service de quelques petits intérêts particuliers. En ce qui nous concerne, nous avons la volonté, dans le cas où nous gagnons, d'avoir une majorité qui est fiable, efficace et aux côtés des gens, qui répond aux problématiques. Inversement, dans le cas où nous serions dans l'opposition, eh bien nous serons cette opposition que tant de personnes attendent, une opposition qui est incisive, qui n'a pas peur de poser les questions, d'aller au fond des choses, mais qui est aussi constructive. Et nous, notre démarche a toujours été d'être constructif dès lors que c'était possible. Nous l'avons démontré par les faits, que cela soit à l'Assemblée nationale ou dans les instances locales. Donc en tout cas, nous concernant, les Lorientais peuvent compter sur nous. Un vote pour notre liste ne sera jamais un vote gâché. C'est peut-être même finalement le seul vote utile de cette élection municipale. Radio, et merci d'être venu pour répondre à ces questions. Merci beaucoup.